Oh yeah! On est on air. Gabby, Salut, Joes. Gabby, man. Martine, Salut, Martin. Salut. welcome dans notre podcast Zone A1. Super content de t'avoir aujourd'hui. Pas Martine, c'est un peu comme ma petite sœur. Fait que Martine, bien content de t'avoir nous autres. Tu as un parcours assez inspirant, je pense, pour plusieurs. Tu as eu un gros combat. Tu as un gros combat présentement que je pense que c'est intéressant d'en parler parce que ça peut inspirer beaucoup de personnes. Mais on veut savoir aussi, tu sais, en t'invitant ici, on veut savoir d'où tu viens, c'est quoi ton parcours, qu'est-ce qui fait que tu t'es rendu ce que tu t'es rendu. Puisque là, présentement, c'est quoi le combat que tu es en train de mener puis de gagner? Ton Va parcours? falloir que vous m'arrêtiez parce que quand je Go. pars, là, je pars. Ben c'est ça, moi, je suis boxeuse professionnelle, je donne des cours de boxe aussi, mais ça fait 22 ans que je boxe. J'ai commencé à boxer, j'avais 16 ans. Puis, dans le fond, moi, j'ai toujours trippé sur le sport, mais moi, mon sport avant, c'était vraiment le hockey. Ah ouais, t'as joué au hockey. Ben, Wow, j'ai- je savais pas. Pourquoi qu'on l'a invité? OK. mais Tout était prévu. il y a toujours un lien, toujours. Mais c'est ça, j'ai toujours voulu jouer au hockey. OK. Mais mes parents, il n'y avait pas beaucoup de sous pour m'inscrire. Fait que je jouais au hockey glace, mais tu sais, vraiment. À l'extérieur. là. amis, Ben ouais. Exactement. Puis à l'école primaire, secondaire, j'ai joué au hockey cosum, Nice. hockey balle, mais j'étais toujours la seule de fille. Fait que je veux pas dire rien contre les gars, mais mettons que j'étais pas dans. Je faisais pas partie du boys club. Fait que tu sais, souvent, je me faisais faire du cross-check, puis je me faisais Arrête. on me faisait sentir que j'avais pas rapport là. Mais je tripais tellement sur le hockey que j'ai continué. Puis moi, tu sais, j'étais du genre, chez moi, pour de vrai, quand j'étais plus jeune, je mettais mes patins quand j'écoutais le hockey. Je regardais le hockey à la télé, j'avais mes patins dans les pieds, puis j'étais comme avec ma gourde d'eau. C'était vraiment le hockey, mon sport. What? Je trippais vraiment. Quand j'avais 16 ans, ben là, je faisais de la musculation, tout ça. Puis là, ma mère, elle me dit « Ah, ta soeur, elle a commencé la boxe, tu devrais essayer, peut-être que tu aimerais ça. » Puis moi, je connaissais rien du tout à Ta ce sœur sport-là. boxait déjà à ce moment-là. Oui, exactement. OK. Puis quand je suis arrivée dans... C'était un vieux gym à Laval, puis je suis vraiment rentrée dans le gym. J'avais même pas rien... J'avais pas mis mes bandages, les bandages de protection pour les mains. J'avais rien fait. J'ai juste mis les pieds dans le gym, puis j'ai fait « Wow, I belong here. C'était vraiment... Puis c'est super con, là. C'est un vieux gym, ça sent la sueur. Ah, c'est ça, un gym de boxe? Ah, les vieux... Rocky, là, on a tout écouté Rocky. Ben, c'était vraiment ça. Fait que, puis j'ai commencé, puis moi, j'étais pas vite, j'étais pas une talentueuse, tu sais, j'étais vraiment pas naturelle, mettons, on va dire ça comme ça. Fait que j'étais la première arrivée au gym, la dernière au gym, juste mettre mes hand-wraps, c'était n'importe quoi, là, ça me prenait comme 20 minutes. Fait que là, dans l'auto avec ma mère, je mettais mes hand-wraps, mes mains, parce que j'étais tout le temps la plus lente à les mettre, puis je commençais souvent en retard. Fait que ça a comme été ça, je suis tombée en amour avec ce sport-là. Vu que je n'étais pas naturelle, ça m'a pris à peu près 1 an et demi avant de faire mon premier combat chez les amateurs. Mon premier combat, j'arrive, là, je suis primée bien raide, tu me connais. L'arbitre, il arrive, il nous serre la main, tout ça. Fait qu'il dit « OK, c'est bon, fait que c'est une démo. » Une démo en boxe amateur, démonstration ou exhibition, c'est qu'il n'y a pas de gagnant, pas de perdant. Fait que, tu sais, à la limite, c'est comme... C'est ça, un combat pas de jugé, dans le fond. Non, c'est ça. Mes coachs, ils me disent, là, j'ai dit, comment ça, c'est une démo? Puis, tu sais, je suis pas supposée de savoir ça dans le ring. C'est booké un vrai combat. Puis ça, c'est ma première expérience de combat. J'apprends dans le ring, finalement, c'est pas un vrai... Ben, c'est une démo. Puis mes coachs, à l'époque, je vais me rappeler toute ma vie, se sont retournés vers moi puis ont dit, c'est pas une démo, c'est une démolition. Là, j'étais comme, j'étais membre des petits films de rock. Bref, je fais le combat. Si ça avait compté, c'est sûr que j'aurais gagné le combat, mais dès que j'ai fini mon premier combat, j'ai eu le goût d'en avoir plus. Fait que c'est là que j'ai dit, bon, mes parents n'avaient pas beaucoup de sous, fait que j'ai ramassé mes sous, je travaillais, puis tout ça, pour pouvoir me payer la boxe. Parce que moi, mon rêve de petite fille, ça a toujours été d'être une athlète professionnelle. J'ai pas pu le faire dans le hockey, même si je voulais être la première défenseur fille dans la Ligue nationale. Ça, c'était mon rêve d'athlète. T'es-tu sérieuse? C'est malade, Ah, moi, ça. j'étais vraiment... C'était fou, là. Tu sais, je regardais le hockey, puis même, je m'endormais avec... Quand le hockey commençait en anglais, là, quand c'était plus tard, là, moi, ça a toujours été ça. Fait que, bref, ça s'est... on a changé pour la boxe. Puis tout le long de mon parcours, ça a vraiment été juste des montagnes russes. Par exemple, j'arrive, mon premier tournoi que je veux faire, ça s'appelle les Gants d'argent. C'est une compétition 10 combats et moins. Chaque année, il faut que les clubs ils s'enregistrent là, pour, à la Fédération québécoise de boxe. Puis moi, mon gym, c'était pas enregistré. Donc, je ne pouvais pas représenter mon gym pour aller au tournoi là, des Gants d'argent. Fait que là, je vais absolument. C'est pas vrai que à cause que mon gym, c'est pas inscrit et tout ça, que je vais pas. Exactement. Parce que c'est une affiliation. Il faut payer nous comme boxeurs et les clubs de boxe. Donc, moi, j'habite à La Plaine, sur la Rive-Nord, à cette époque-là. Puis là, je communique avec un entraîneur à Saint-Jérôme. Puis là, lui, il est comme, tabarouette, t'es primé, tu sais, pour faire tout le chemin
juste pour faire une compétition. Puis cette compétition-là, c'était en 2004, c'était à Val-d'Or. Fait que... Ouais, ça va être bien. J'ai été, par exemple, en tant que... Oui, exact. Sauf que, ben c'est ça, la persévérance, tout ça, parce que mon parcours un peu, oui, ça a été des montagnes russes, ça a été beaucoup de changements de gym et d'entraîneur, parce qu'à l'époque, il faut juste se mettre en contexte. Début des années 2000, il n'y avait pas vraiment de filles vraiment dans la boxe. C'était un sport de gars. Puis je peux même vous dire que certains gyms à Montréal, il y avait des gyms qui n'acceptaient pas les filles ou sinon qu'il n'y avait pas de vestiaire pour les filles. Parce que on s'entend que la boxe, le plus loin qu'on pouvait aller, il y avait peut-être des championnats du monde, mais aux Olympiques, les femmes ont été acceptées seulement en 2012. Donc, à l'époque, quand j'ai commencé, ben c'est ça, il n'y avait pas vraiment de filles. Puis, tu sais, c'était pas... les coachs, mettons, ils ne mettaient pas d'énergie sur la boxe féminine. Okay. Même, il y avait des coachs qui se faisaient ridiculiser parce qu'ils entraînaient des filles. Exact. J'imagine qu'il n'y avait pas de rentabilité non plus. Là, à l'époque, il n'y avait pas de gens qui allaient voir ça. Là. C'est pas comme aujourd'hui. Là. Non, exactement. Puis même en boxe professionnelle aussi. Donc, je m'entraîne à Saint-Jérôme, tout ça. Donc, là, on arrive, on est à Val-d'Or, puis tout ça. Fait que je gagne mon premier combat. Yes. Je gagne mon deuxième combat parce que, encore une fois, mettre en contexte ceux qui ne connaissent pas le sport, c'est qu'en boxe olympique, boxe amateur, quand c'est un tournoi, ça va s'échelonner sur plusieurs jours. OK. Puis la pesée, elle se fait toujours la journée même du combat. Tandis qu'en boxe professionnelle, par exemple, la pesée est 24 heures avant, puis c'est un combat. Donc là, je gagne mon premier combat. Contre des femmes, là, oui, à ce moment-là. Et toujours en boxe olympique, c'est ça. Boxe, c'est toujours par catégorie de poids, par catégorie, justement, les hommes, les femmes, on peut pas... je peux pas boxer contre un homme. Mais même dans les sparring, tu faisais pas de... Sparring, oui, par exemple. OK. Oui. Même qu'à la limite, boxe souvent plus avec des gars que des... Oui, c'est plus facile ça. à trouver des... C'est plus facile trouver des hommes que des femmes. Exactement. Ou sinon, ben justement, avec d'autres gyms, on s'organise ensemble. Tout ça. Okay. De toute façon, il y a de plus en plus... Là, aujourd'hui, où est-ce qu'on se parle? Il y a plus de volume, là. Oui, il y a beaucoup plus de femmes. Mais à l'époque, la majorité de mes sparring, à l'époque, ben, ça fait quand même 22 ans, plus que ça. À l'époque. À l'époque. J'ai des cheveux gris, on le voit. Donc là, je gagne mon premier combat, je gagne mon deuxième combat. Ben, tabarouette, hey, je gagne mon premier tournoi, gants d'argent, tout ça. Puis là, c'est le premier tournoi que je participe. Je représente pas mon gym parce qu'ils n'ont pas payé leur affiliation. Là, j'étais avec un autre gym, c'était juste pour ce tournoi-là. L'entraîneur savait que c'était juste pour ce tournoi-là qui m'entraînait parce que moi, après ça, j'allais pas... Ouais, c'est ça, je vais pas nécessairement retourner au gym qui n'ont pas payé leur affiliation. Il fallait que je prenne une décision. Mais là, je gagne tout ça. Mais mon premier tournoi que je gagne, la fédération a oublié les médailles. Fait que là, mon premier tournoi de... On revient, mon premier combat de boxe qui est supposé être un vrai combat. Je t'aurais donné une médaille. J'apprends dans le ring que finalement, c'est une démo, c'est pas un vrai combat. Mon premier tournoi, j'ai même pas la satisfaction d'avoir la remise de médaille. J'ai reçu ma médaille par la poste. Wow. Je gagne ce tournoi-là, là, je me dis, je vais pas... me réinscrire, tu sais, je vais pas continuer avec le club de boxe, tu sais, c'est pas sérieux. Fait que j'ai dit, je vais me trouver un gros gym à Montréal. Puis là, je trouve un gym dans l'ouest complètement de la ville. Dans ce temps-là, j'avais pas de voiture, donc je partais du Lac-André, qui est comme la plaine dans le Saint-Fond, pas loin de Saint-Lin, mettons, on va dire Saint-Lin, qui est une ville assez reclue. Je faisais 2 heures d'autobus pour aller m'entraîner 2 heures, puis je refaisais 2 heures d'autobus. Puis là, je m'entraînais, je m'écrivais des notes, OK, des choses à améliorer, puis tout ça. Puis vient le temps des Gants dorés. Gants dorés, qui est un tournoi classe ouverte. Et quand tu gagnes les Gants dorés, ça, c'est que tu es champion québécois, etc. Fait que je me rends là-bas, mais j'ai pas d'entraîneur. Parce que moi, c'est pas vrai que je vais manquer les Gants dorés pour ça. Puis là, je fais mon shadow boxing, je m'entraîne, tout ça. À un moment donné, il y a un entraîneur, il vient me voir, il dit, coudonc, Ou ton coach. il est où ton coach? Puis moi, j'avais tout prévu. Je disais, au pire, dans ma tête, je disais, OK, je vais arriver sur le ring, je vais me donner moi-même ma bouteille d'eau. Mais tu sais, on s'entend, la Fédération de boxe n'aurait jamais accepté ça. Il m'aurait donné un entraîneur, puis c'est pas vrai que j'aurais monté là tout seul, mais j'avais tout mon... Je voulais pas demander à personne, puis tout ça. Fait que là, l'entraîneur, il dit, ben écoute, voudrais-tu que je te coach? Puis là, j'arrive, j'aimerais ça vous raconter un film de Walt Disney. J'arrive dans le coin avec lui, je le connais pas, mais c'est la première fois de ma vie que, wow, là, je vis, c'est quoi être, tu sais, vraiment avec un entraîneur, puis tu le regardes dans les yeux, puis t'es comme, OK, on s'en va à la guerre, là, on y va. C'était vraiment, là, une belle rencontre. Fait que, non, c'est pas un Walt Disney, j'ai perdu ce combat-là, mais j'ai quand même perdu serré, puis c'était contre la fille à l'époque qui était la championne en titre. Ah ouais, OK. Fait que tu te battais contre quelqu'un, tout un adversaire devant toi. Exactement, parce que quand c'est un tournoi comme ça, c'est un tirage au sort. Fait que ils mettent les noms dans une petite... Puis là, on pige, puis là, c'est ça qui fait que, bon, ben là, tu te bats contre elle, si tu gagnes, le lendemain, tu vas contre elle et tout ça.
Fait que j'ai perdu, mais wow, tu sais, c'est à quel point qu'une défaite peut tellement être une victoire en soi parce que, tu sais, j'affronte la championne en titre, je perds quand même assez Ça t'a donné serré. confiance, donc. Exactement. J'ai pas de coach, j'ai un coach que je connais plus ou moins. Ça a été ça, ma carrière. Tu sais, comme que je dis, on pourrait passer des heures et des heures à raconter ça. Mais bref, quand j'ai rechangé de gym, j'ai trouvé un coach à Longueuil. Puis moi, ben, je viens de la Rive-Nord de Montréal. Je voulais rien savoir de la Rive-Sud. Désolée, les gars. Il a fallu, à un moment donné, je me dise, OK, je peux pas faire le voyagement. Si je veux vraiment axer sur ma carrière, il va falloir que je fasse un move. Fait que j'ai refait ma vie sur la Rive-Sud pour la boxe. J'avais pas d'amis, pas de famille, pas rien. J'ai vraiment décidé, tu sais quoi, on y va all-in, tu sais. Ben, ça serait la seule raison que je verrais pour aller sur la Rive-Sud, de toute façon. Je sais, pour de vrai, je ne saurais pas pourquoi, parce qu'on m'a souvent posé la question, qu'est-ce qui fait que ces deux banlieues-là, pourquoi pour la Rive-Nord, le côté obscur de la force, la Rive-Sud et vice-versa? Mais je sais pas, dans ma tête, je voulais pas aller à Longueuil. Okay. Toute ma vie, c'était sur la Rive-Nord, tout ça, bref. Mais là, attends une minute, là. Ouais. Ton coach qui était dans ton coin, tu l'as jamais revu? Ça a été juste un one-shot deal pour le premier un combat? one-shot deal pour une couple de temps. Puis après ça, quand je suis partie de Montréal pour Longueuil, là, je suis retournée... Vous êtes retrouvés. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Fait que ce coach-là, que j'ai eu un one-shot deal, mais que j'ai vécu, c'est un regard-là, puis let's go. Ben oui, genre une connexion. Exactement. Okay. Fait que là, c'est vraiment ce coach-là que j'ai retrouvé quand je suis déménagée à Longueuil. Combien de combats amateurs? J'ai 116. Wow. Ouais, j'ai 116. Ouais. 116 combats amateurs, puis 8 chez les professionnels. Les femmes ont été acceptées aux Olympiques en 2012. Je ne veux pas faire d'erreur. Je ne sais pas si c'était... Je pense que c'était en 2012, l'année que les femmes ont été acceptées aux Olympiques. Je ne sais pas si c'est 2012 à Londres ou à Rio en 2016, mais maintenant, en boxe olympique, les hommes, ils n'ont plus de casque. Ça, en tout cas, ça serait un autre débat. Mais les filles en boxe olympique, ils ont toujours le casque. Mais des fois, ça peut être mélangeant pour les gens qui ne connaissent pas la boxe. Parce que des fois, on regarde un combat pro ou amateur. Puis maintenant, en boxe olympique... Fait que tes 116 combats que tu as fait amateur, c'était tout avec un casque. Oui, exactement. Exactement. Fait que, ouais. Puis le combat que tu as dit que tu as perdu, mais qui s'était serré, est-ce que ça s'est terminé avec un KO ou c'était vraiment là... C'était par une décision. Parce qu'à l'époque, là, maintenant, c'est jugé un peu comme en boxe professionnelle. Si tu gagnes le round, c'est 10 pour toi, 9 pour ton adversaire. Là, en boxe olympique, maintenant, ça ressemble un peu comme en boxe professionnelle au niveau de comment ils vont compter à savoir qui a gagné le round ou non. Mais à l'époque, c'était au point. Donc, il y avait à l'écran d'ordinateur, on pouvait voir, fallait qu'il y ait 3 juges sur 5 qui aient compté le point en dedans de 3 secondes ou quelque chose comme ça. Puis le juge avait un bouton bleu, un bouton rouge. Donc, comme les arts martiaux, je pense. Hein? C'est comme ça. Oui, je pense que c'est un peu... Ils donnent des points. Là. Je pense au judo, là, c'est peut-être comme ça. C'est pour que, dans le fond, les critères pour vraiment gagner le round en boxe olympique, ça diffère un peu en boxe professionnelle parce que c'est un peu plus... oui, exactement. Donc, en boxe olympique, ça va être beaucoup le nombre de coups sur la cible, mais c'est sûr, il faut qu'il y ait de l'impact. Tu sais, la fille ou non, c'est ça. Je peux faire une rafale de 10 coups qui n'ont pas d'impact. Je t'en donne 3 qui ont de l'impact. On s'entend, le coup va compter. Donc, tu donnes le plus de coups d'impact. Après ça, quand c'est even, par exemple, on regarde un rond, puis là, c'est serré les deux. Le deuxième critère, ça va être vraiment au niveau de la... Ben, le ring generalship, là, donc comment tu contrôles l'action. Et le troisième critère, ça va être au niveau de la supériorité tactique et technique. En boxe professionnelle, c'est moins... oui, c'est sûr, les coups d'impact, encore une fois, le ring generalship et tout ça, mais ça va être vraiment beaucoup au niveau de faire mal à l'adversaire. On veut vraiment que c'est pas juste l'impact. C'est ça qui est en défensive, là. Exactement. Mais encore une fois, puis c'est pour ça qu'en boxe amateur, c'est rare qu'on voit des knockouts parce que, contrairement... Il y a le casque en premier. Les gants sont-tu pareils, Martine? Non, sont plus rembourrés. Ouais, la rembourrure n'est pas pareille. Ils sont rembourrés. Après ça, vu que tu peux gagner à plus toucher, c'est pas du fight point. Non, c'est ça. Ça reste quand même que si tu touches plus que l'autre, même si tu as, oui, les coups d'impact, mais c'est pas juste les coups d'impact qui sont regardés. C'est ça que dans le boxe amateur, moi, ce que j'ai vu, en tout cas chez les femmes, c'est qu'il y a beaucoup moins de knockouts. Oui, parce que tu sais, le coup, on parle de coup d'impact, mais faut que ça ait été fait avec transfert de poids. En boxe olympique, on va regarder beaucoup ça. T'sais,
l'impact, mais avec transfert de poids. Tandis que en boxe pro, tu as beau faire le coup parfait, mais avec le transfert de poids. Tu Mais... n'as pas de créer de dommages. Exactement. Okay. C'est un peu pour ça aussi, même au niveau du poids, parce que moi, souvent, puis on en a parlé beaucoup, je boxe chez les poids plumes. Donc, en boxe professionnelle, c'est 126. Boxe amateur, c'est 125. Fait qu'il y a aussi cette différence-là au niveau des fois des catégories de poids, boxe olympique et boxe professionnelle. Tu sais, des fois, je me retrouve dans le ring un peu plus petite, des fois, que les autres athlètes. C'est pour ça, des fois, bon, il y a des catégories de poids, tout ça. Mais ça aussi, ça peut jouer parce que même si tu y vas vraiment avec un coup qui a de l'impact et tout ça, mais si l'autre, au niveau corporel, était plus massive et tout ça, bien, même si ça y a vraiment fait mal, mais qu'elle réagit moins, bien, des fois, ça va être moins impressionnant aux yeux des juges, surtout en boxe professionnelle. Donc, OK, c'est ça que je m'en allais dire. Donc, c'est un sport spectacle. Beaucoup de gens vont... Oui, mais c'est plus un show que la boxe olympique. Plus, ouais. Oui, effectivement. Sauf que les critères, c'est un peu moins pointilleux parce que vraiment, on veut créer de l'impact sur l'adversaire, on veut voir un contrôle, mais ça reste quand même que tu peux me lancer une rafale de plein de coups de poing, mais tu sais... Tu as tout esquivé, puis ça va bien après. Ça va pas faire un effet sur au point de vue des juges. Là. Non, exactement. Puis tu sais, des fois aussi, j'aime ça aussi parler des différences du sport, mais c'est surtout, même moi, je me fais avoir à mon propre jeu. Tu sais, des fois, on va regarder un combat, qu'on connaisse la boxe ou non. Tout est une question de perception aussi. Donc, tu sais, comme je ramène au hockey, tu sais, au hockey, là, la puck, là, je la mets dans le but. Tu sais, bon, au pire, les reprises vidéo, là. Ouais. Mais quand même, c'est un but ou c'est pas de but. C'est comme à la fin de la partie, c'est un pointage qui a gagné, qui a pas. Ça ment pas, ça a fini 5-4, mais ça finit 5-4. Oui, par contre, sauf les arbitres sont là, un peu comme dans le sport de la boxe, pour créer des jugements sur certaines situations de match pour donner des pénalités. Donc, il y a quand même cette dynamique-là qui est la même, c'est-à-dire que ça revient à être un humain qui peut faire des erreurs ou qui peut, à cause du temps de réaction, qui n'a pas bien analysé une partie du match, puis tu vas avoir... Sinon, tout le monde serait égal, là. Tout le monde jugerait le combat de façon pareille. Les sports jugés, souvent, des fois, mettons qu'on est dans notre salon ou dans c'est sûr. Regarder, c'est sûr. Finalement, c'est pas du tout ce que tu pensais parce que, bon, il y a plein de raisons. Puis là, dans le fond, c'est souvent ces 3 juges, puis il y en a 2 qui ont pris un, l'autre a pris l'autre, puis là, c'est partagé. Je trouve que les sports jugés, des fois, c'est touché. C'est pour ça que je disais à Martine, fais du mal parce que tu veux pas te rendre que t'es pas sûr à la fin. Ouais, non, c'est sûr. Non, exact. Puis, tu sais, c'est un peu ça. Puis, c'est la perception, tu sais. Même si là, je disais, je parlais des critères, coup d'impact, le ring generalship, comment tu gères tout ça, puis même, comment ta prestance dans le ring, etc. Ça reste quand même que, malgré ça, c'est une question de perception aussi. Puis moi, je disais que je m'étais fait avoir un peu au jeu. En boxe olympique, j'avais été dans un gala de boxe à un moment donné. J'ai une amie qui boxe. Puis là, je regarde le combat, mais je comprends pas pourquoi elle a perdu son combat. Puis après ça, j'ai regardé le combat qui a été filmé, mais moi, j'étais comme de ce côté-là, puis ça avait été filmé de l'autre côté. Puis quand j'ai regardé la vidéo de l'autre angle, j'ai fait, là, je comprends pourquoi elle a perdu. Okay. Donc, on a des juges partout, alentour du ring, mais c'est con, mais cet angle-là, peut-être que tu vas voir certaines choses que l'autre boxeur fait, etc., etc. Donc, ça reste quand même que c'est un sport jugé, donc c'est touché parce que oui, on a des critères, mais on dit on ne veut pas laisser ça dans la main entre la main des juges parce que au final, toi, comme spectateur qui tripe sur la boxe, qui connaît plus ou moins ça, qui donne l'autre gagnant, les juges qui ne voient pas la même chose, mais moi qui connais la boxe, qui peut se tromper par rapport aux angles qu'on voit quand c'est un combat qui va être serré. Mais encore une fois, je peux voir, c'est serré, mais dans l'autre angle, là, non. L'autre, on voit... C'est un peu ça aussi, quand on boxe, des fois, il y en a qui jouent un peu salaud, qui donnent des petits coups par en dessous, ils se cachent de l'arbitre, par exemple, et tout ça, mais c'est la vue d'ensemble, puis c'est un sport... C'est moins en boxe amateur, je crois. C'est plus en professionnel qu'il y a des coups un petit peu plus genre du dirty box, qu'on va appeler ça. Oui, parce que moi, quand j'ai décidé de passer chez les professionnels, on me l'avait... expliqué. OK. On m'avait vraiment dit, il peut arriver ça, dans des contextes. Ils t'ont préparé à ce genre de comportement. Quelqu'un qui m'a dit, il peut arriver ça, il faut que tu saches que c'est ça. Ça arrive aussi, je me souviens plus c'était quel combat, mais
justement, elle boxait d'une façon plus dirty, puis on dirait que tu étais comme moins habitué. Là. Tu avais une boxe plus clean, qu'on peut dire. Oui. C'était comme ce qui se passe là au corps à corps à jouer cochon. Finalement, Oui. tu avais gagné ce combat-là, mais c'est ça, là, c'est comme d'apprendre un peu plus à jouer cochon, si on veut. Là. Ben, faut être prêt. T'sais, donc, même si on n'est pas quelqu'un qui va faire ce genre de dirty boxing-là, faut être prêt à se le faire faire, puis il faut être prêt que si ça l'arrive, ben qu'est-ce que je peux faire? C'est ça. Fait que, tu sais, boxe amateur, boxe professionnelle, mais moi, au départ, quand j'ai commencé à boxer, c'est sûr que mon rêve, c'était pas les Olympiques. Les femmes n'étaient pas aux Olympiques. Je veux être une athlète professionnelle. Donc, mon but au début, c'était de devenir une boxeuse professionnelle. Et là, c'est sûr, quand les femmes ont été acceptées aux Olympiques, je peux peut-être être sur l'équipe du Québec, être sur l'équipe canadienne, puis faire le processus. On avait commencé à travailler ensemble. Ça, je pense que c'était en 2012 qu'on a commencé. 2013, 2013, puis ça venait d'arriver que les Olympiques venaient d'avoir les femmes acceptées. Puis là, au début, c'était comme un de tes rêves, là, un de tes buts, là, que tu disais en 2016, je veux aller aux Olympiques. On avait comme travaillé vraiment dans ce sens-là. Puis boxe professionnelle, ça fait partie de quelle année que tu as commencé? 2019. Parce que nous, dans le fond, quand j'ai rencontré Yann, là, je suis encore avec l'entraîneur à Longueuil, cet entraîneur-là, il m'a emmené 4 fois au championnat du monde ringside. Ça n'existe plus aujourd'hui. C'était un des plus gros tournois de boxe amateur au monde. Pas au niveau prestige, où est-ce que si tu gagnes ce championnat du monde-là... Ça donne quelque chose. Oui, pour les Olympiques ou pour un processus pour des vrais championnats du monde en Europe ou des choses comme ça. Mais c'était... Un happening. Ah oui, c'était à Kansas City, c'était incroyable. Puis l'ironie de tout ça, c'est que pour les championnats provinciaux à cette époque-là, parce que oui, je les ai gagnés plus tard, donc j'ai été souvent sur l'équipe provinciale, mais dans cette époque-là, mon coach m'amenait au championnat du monde ringside, mais quand j'étais ici, je perdais tout le temps mes premiers combats en tournoi des gants dorés, tout le temps. Mais quand je me rendais au championnat du monde ringside, où est-ce que la compétition est vraiment élevée, tu as du monde de vraiment partout, il y avait des Européens, tout ça, je me rendais tout le temps en finale. Je gagnais mon premier combat, deuxième combat, puis je me rendais tout le temps en finale. Puis là, peut-être parce que j'ai un style peut-être un peu plus pro, parce que, tu sais, à l'époque, justement, vu que c'était au point, souvent, je perdais contre des filles qui faisaient leurs points, ils se sauvaient. Comme plus... le petit bulldog. Je suis allée de front. Puis, je me suis toujours rendue toujours en finale. OK, fait que c'était pas un problème de préparation ou quoi que ce soit. C'est peut-être juste, encore une fois, au niveau de la vision, peut-être mon style, peu importe. Cet entraîneur-là m'a emmené à 4 reprises au championnat du monde ringside. Puis justement, en 2013, puis j'ai toujours été à 125, là, le poids, tout ça. Puis je sais pas pourquoi, mais en 2013, le ringside, championnat ringside, j'ai voulu y aller à 119. Puis c'est à l'époque que j'ai rencontré Yann par l'entremise de personnes qu'on connaît. Mais je pense que c'était en avril, en tout cas, peu importe le mois, mais j'ai comme dit, là, on a 2 mois pour faire environ 8 semaines. Oh shit. Mais là, c'est ce que j'ai fait. En plus, ça faisait pas longtemps que je venais de faire Poliquin, avec des signes, ouais. J'avais sur un paléo des pêcheurs pendant 8 semaines à peu près. Puis là, ça donne bien à triple poisson. OK. Fish and chip à la journée longue. Ça a super bien été. Puis finalement, elle a fait 119. Oui, puis j'ai fait 119. Puis à l'époque, peut-être un petit inside, là, Yann, tu sais comment il est baveux. Puis je me suis toujours vraiment entraînée, mais comme que je disais, je suis pas une naturelle, même si j'ai toujours trippé sur le sport. Puis moi, j'ai toujours été souvent son rat de laboratoire. Là. Ah, j'ai appris une nouvelle affaire, on va essayer. Mais quand je faisais mes entraînements privés et tout ça avec lui, moi, j'avais jamais utilisé l'échelle d'agilité au sol, des sauts en hauteur ou des sauts en longueur. C'était pas tant ma tasse de thé. J'avais jamais exploré ça. Donc, lui, il m'a vraiment fait découvrir plein de choses dans l'entraînement. Puis, pardon, à un moment donné, il est comme super loin de moi. Puis là, je suis comme, tu sais, qu'est-ce qu'il fait? C'est mon entraîneur privé. Pourquoi il est juste pas à côté de moi en train de me checker? Parce que, tu sais, quand je faisais l'échelle d'agilité, là, je peux pas me lever, mais c'était comme, tu sais, ça n'avait pas rapport. Puis là, j'ai dit, pourquoi t'es loin de même? Puis là, il était crime, il dit, je me tiens loin, je veux pas que personne m'associe à toi, tu sais. C'est dans le bon humour, hein?
Je reconnais l'humour de Yann. Non, fait qu'on a réussi à faire le poids. C'était la première fois que j'avais... Dans le fond, c'était la première fois que j'avais une préparation physique, nutrition. Hors ta préparation physique de boxe régulière. Oui, T'es entraîné hors du ring, dans le fond. Oui, parce que OK. tu sais, là, on n'est plus du tout dans cette ère-là. Mais, tu sais, la vieille mentalité en boxe, c'est Son souvent, boxe. Tu vas courir ton 10 km. ben, c'est ça. tu fais trop de musculation, tu vas perdre de l'agilité, etc., etc. Mais là, on est à une époque où est-ce que, tu sais, ben c'est ça, les entraîneurs un peu plus... 2013, je pense que dans le domaine de la boxe, ça avait déjà commencé de s'ouvrir un peu, mais ça reste quand même qu'en 2013, Floyd Mayweather courait son 15 km par jour. Fait que le monde pense que si Floyd Mayweather fait ça, tous les boxeurs doivent faire ça. Fait que c'était le problème. Je te dirais, pas le problème, oui, le problème, dans le fond, de l'éducation, de la préparation physique dans le domaine de la boxe, c'est que c'est quand même archaïque, parce que dans le fond, les champions du monde faisaient ça, les meilleurs au monde faisaient ça, on doit continuer la même lignée, tu sais. Alors qu'il n'y a pas nécessairement de justification scientifique derrière ça. De créer, Ouais. puis de créer le changement. Là, c'est comme on dit, 2013, je veux dire, il y avait déjà un changement en route, mais ça reste quand même que l'instinct, où est-ce que tu as fait ça toute ta vie, de préparer des athlètes en boxe à faire juste des longues courses, puis pas beaucoup de musculation, parce que non, il ne faut pas prendre de musculation égale, je prends de la masse musculaire, donc moins agile, moins rapide, etc. On n'est pas dans l'entraînement fonctionnel ou dans... Donc, c'était la première fois que j'avais un préparateur physique, quelqu'un qui s'occupait de ma nutrition, aller au petit pêcheur, manger des crevettes avec du beurre de peanut le matin pour déjeuner. Hey, je vois déjà s'étaler un sujet pour un prochain podcast, là, ici. Là. Ça va être intéressant. Mais c'est ça. Puis finalement, j'ai gagné le championnat du monde Ringside 2013. Fait après, à 119. À la quatrième fois, à 119, j'en revenais pas. Puis quand j'ai gagné le championnat du monde... Notre grande relation a commencé là. OK. Ça fait... Là, tu t'es rapproché d'elle quand elle faisait ses échelles d'agilité, là. Ah ouais, exact. Elle a une médaille. Elle a une ceinture. Parce que le ringside, ça, c'était quand même assez impressionnant parce que c'était vraiment une ceinture avec du petit poil à l'intérieur, là, puis c'était vraiment cool. C'était le fun parce que je vais me rapprocher d'elle, mais la condition, c'est que même si tu as l'air d'un pingouin quand tu garde ta ceinture. garde ta ceinture pas loin. Sur les pommes, tout le temps. Puis là, à l'époque, ben là, je gagne le championnat du monde ringside à 119. Puis moi, ben là, c'est ça. Là, entre-temps, le temps passe et tout. Donc là, j'ai gagné des championnats provinciaux tout ça. Donc, gants dorés, je suis qualifiée pour aller au championnat canadien, championne du Québec dans ma division. Puis ben là, avec l'entraîneur à Longueuil, bon, on avait des chemins, les chemins se sont séparés. Puis moi, je voulais continuer vers la boxe. Tu sais, je vais toujours m'en rappeler parce que je m'étais fait dire, tu sais, si tu vas au championnat canadien, pas d'entraîneur, c'est sûr que tu vas perdre. À cette époque-là, je me rappelle, tu sais, j'avais regardé la personne dans les yeux, puis j'ai dit non, avec le sourire, puis j'ai dit non, je vais aller gagner. Tu sais, je n'ai pas gagné. Mais c'est pas grave. Puis j'ai dit, gars, je vais y aller parce que je suis qualifiée. Fait que là... J'avais perdu. J'avais perdu en finale. Oui, c'est ça. OK, quand même. Ben, exact, sauf que sans coach. Ben, c'est ça, exact. Moi, OK. En fait, c'est que moi, là, j'étais qualifiée, tout ça. Mais là, c'était une des premières fois que je prenais l'avion. Là, je suis dans l'avion, j'ai les fesses dans l'avion. C'était à Regina, en 2000. En tout cas, je ne me rappelle plus des années, là. Chemo brain. Mais je suis dans l'avion, puis j'ai pas d'entraîneur, là. Fait que là, il y a un entraîneur que je connaissais à Québec qui m'a dit, écoute, je vais essayer de communiquer pour qu'on puisse te trouver un entraîneur, puis tout ça. Puis finalement, je suis rendue là-bas. Fait que là, j'ai 2 entraîneurs qui se sont occupés de moi. Puis là, 119, là, je l'ai rushé. Là, j'avais toute ma préparation, mais là, on dirait que mon poids il descendait moins bien qu'à Ringside. Ringside, Kansas City faisait super chaud. Fait que j'avais mon tournesol, corde à sauter, je suivais beaucoup, etc. Dans la boxe amateur, pour se mettre en contexte, c'est que c'est pas comme la boxe professionnelle, tu fais le poids une fois puis tu te bats le lendemain. Oui, c'est ça, je disais tantôt. La boxe amateur, c'est que tu le fais à chaque jour. Chaque jour, il faut que tu fasses le poids. Le matin, tu sais. Puis c'est le matin même du... c'est ça, je disais tantôt. Fait que là, je suis dans l'avion, tout ça. Fait que là, j'arrive, là, j'ai des entraîneurs, mais je veux pas trop les déranger parce que les autres, ils ont leurs athlètes. Puis moi, OK, fait que c'est incroyable.
j'avais mon sauna saut. J'étais dans le sauna, corde à sauter, puis tout ça. Fait que là, je fais le poids, ma pesée, je gagne mon premier combat. Là, j'ai pas le temps de niaiser. Je remballe mes affaires, je prends la navette, je m'en vais à l'hôtel, sauna saut, dans le sauna, clic, clic, clic. La dame, le matin, elle m'ouvrait le sauna pour que je fasse mon poids le soir et le matin. Donc, tu des vidéos, tu parles Des hydratés. Puis là, c'est ça. Puis là, le deuxième combat, même chose. Je gagne mon combat, clic, clic, prends mes affaires, fais un peu le poids parce que je sais que j'allais le refaire un peu le matin, je voulais pas trop me drainer. Puis là, Tu mangeais-tu à travers ça? Ouais, mais Le c'est minimum, ça, là. le minimum. Puis là, tu sais, comme je suis loin, puis en tout cas. Fait que là, finalement, le matin même, elle m'ouvre encore pour faire un peu de vélo, puis tout ça, la dame de l'hôtel. Puis là, je suis à 0.2 ou un peu over. Fait que là, je suis là avec un verre, je mange de la gomme. C'était palpitant, là. C'était beau, là. C'était beau. Ben, c'est ça. Ben, il y a plein d'histoires. Tu sais, moi, c'est une petite histoire parmi tant d'autres. Hey, je vous raconterai des histoires d'autres boxeurs là, qui se mettent des suppositoires pour aller éliminer. Puis, tu sais, il y a beaucoup de choses qui ne se font pas bien quand tu n'as pas de protocole d'hydratation, etc., etc. Quand tu sais pas ce que tu fais là, par des professionnels. Oui, c'est ça, Mais justement, c'est quoi la différence pour toi? T'sais, souvent, de l'extérieur, c'est difficile à juger, mais tu allais faire des compétitions sans coach. Tu es arrivé ici tantôt, puis tu te fais interviewer par 2 personnes que tu connais, puis tu étais un peu anxieuse. Comment t'arrivais à partir en avion tout seul, pas de coach, pour aller faire une compétition? Ben c'est ça. Puis, tu sais, comme que je dis, parce que je fais des conférences aussi dans les écoles, puis, tu sais, je dis pas ça, tu sais, comme pour tu sais, je suis hot, j'allais là, pas de coach. Non, au contraire, c'est zéro souhaitable. Je dis pas à aucun athlète de faire ça. Moi, ça a été ma situation parce que je voulais plus que les gens autour de moi. Ouais. Puis, je pense que cette passion-là, ce vouloir-là, c'est pas juste de la persévérance, c'est j'ai un rêve, puis peu importe, puis je l'ai dit souvent, oui, c'est vrai que je veux que tout soit correct, puis j'ai de l'anxiété dans la vie quotidienne sur des choses que tu dis, aïe, la fille, elle boxe professionnelle, elle a pris l'avion, pas d'entraîneur, puis elle advienne que pour eux, on y va. Puis j'aimerais ça pouvoir des fois le transposer, ce burning desire, là. Exactement, là, de vraiment faire la fusion. Est-ce que, je suis capable de le mettre en contexte, compétition, combat, préparation. Des fois, c'est plus dur dans la vie quotidienne, mais je pense que c'est vraiment ça, c'est d'aller chercher un équilibre où est-ce que, peu importe le chaos à l'extérieur, l'important, c'est que tu aies un calme à l'intérieur. Donc, peu importe, il y a un tremblement de terre ou comme là, j'ai pas d'entraîneur, mais je suis qualifiée, je suis championne du Québec. C'est pas vrai que je vais manquer les championnats canadiens. Tu t'en allais boxer, peu importe. Là. Exactement, comme l'autre histoire que je vous ai racontée. C'est pas vrai que je vais manquer les gants dorés, les championnats provinciaux parce que j'ai un entraîneur qui a une fin de semaine en amoureux. Puis c'est correct, mais moi, sauf que c'est ça. À un moment donné, Yann, il m'a dit une phrase vraiment, puis je l'ai dit dans les conférences, je l'ai dit quand que je fais du coaching aussi, j'entraîne des groupes, j'entraîne des enfants, j'entraîne des femmes, tout ça. Not too high, not too low, be in the zone. Ça, c'est la phrase que Yann m'a dit, puis ça l'a vraiment changé ma vie, cette phrase-là, parce que tu peux pas être soit trop stressé ou trop content ou être trop down. Ou, il faut que tu ailles chercher. Il n'y a jamais d'équilibre parfait dans la vie, sauf que c'est de toujours me ramener dans ça. Donc, avec... quand tu es un athlète de haut niveau... Tu peux le sentir des fois. Tu sais, maintenant, je suis convaincu, puis je pense qu'on avait déjà parlé. Même Gab, l'autre jour, il a conté une anecdote. Il y a des moments qu'on réussit dans cette zone-là, qui est comme l'homéostasie parfaite. Là, comme tout est enligné, mentalement, physiquement, tout se fait. On dirait que tu ne penses même plus. Moi, je pense que ça se fait. Le but, c'est d'aller le plus souvent possible là-dedans. Puis je pense que les grands athlètes réussissent à y aller plus souvent. Mais, tu comprends? C'est le combat au Centre Bell. Tu disais que tu avais été vraiment, je pense que c'est ton premier ou ton deuxième. Tu avais été vraiment dans la zone de préparation. Tu sentais que ce moment-là, ça s'est comme fait tout seul, tes points sortaient tout seul. Oui, c'est ça. Ça, c'était mon premier combat, ça. Professionnel. Ça, c'est le premier professionnel. Puis Gab, l'autre jour, racontait qu'il y a une game de hockey-ball. Je pense qu'il perdait par 5 buts, puis il restait 3 minutes. Ils ont gagné. Puis genre, il sortait plus du terrain, là, tout ce qu'il faisait, ça rentrait, c'était un but. Fait que c'est ça, être dans la zone, je pense. Je fais une petite anecdote. Moi, je pense
réellement que pour l'avoir vécu moi aussi dans mon sport, il y a des moments qu'on réussit vraiment à l'être, fait que ça existe, mais pour ça, c'est ouais, faut le comprendre, c'est quoi. Puis tu peux pas être trop high, trop low. Tu sais, tu cognes ton bâton sur la bande, si tu te fâches après ton coach, c'est sûr que tu n'es pas dans la zone à ce moment-là. Puis à la limite, ton coach te dit de quoi, puis tu viens down, mais tu n'es pas dans la zone non plus. Tu sais. Non, c'est ça. Puis c'est toujours de. Puis là, tu sais, là, on est en contexte vraiment où est-ce que les éléments stresseurs, c'est Au max. incroyable. Ouais, ouais. Max, c'était une des premières fois de ma vie, je prends l'avion, j'arrive là-bas. Puis honnêtement, ça a été mes meilleurs championnats canadiens. Tu sais, là, je parlais de cracher dans mon verre puis tout ça. Bon, oui, c'était souffrant, mais j'ai performé. J'ai performé. Puis même, j'ai perdu contre la fille. Ça faisait comme, je pense, 6 années consécutives qu'elle était la championne canadienne. Elle avait 2 black eyes après le combat. C'était un beau combat. Elle était fâchée tellement à la fin du combat. Elle m'a droppé. Elle m'a vraiment, littéralement fait tomber à terre. Mais tu sais, de dire, j'avais aucun contexte optimal pour performer. Puis j'ai réussi quand même. Mais ça a été vraiment tout ça, mon parcours. Puis comme je disais, j'ai plein d'anecdotes à raconter. Puis quand j'ai décidé de passer chez les professionnels, oui, à 30, tu sais, j'avais 35 ans, ça, c'est en 2019. Ben oui, tout le monde, mais là, pourquoi t'as attendu aussi longtemps, tout ça? Ben oui, mon rêve au départ, c'était d'être une athlète professionnelle. J'ai pas pu faire au hockey parce que, bon. Puis là, c'était la boxe professionnelle. Après ça, quand les femmes ont été acceptées aux Olympiques, on s'entend que le summum, c'est les Olympiques, quand tu es dans la boxe amateur, accéder aux Olympiques, c'est un rêve incroyable. Là, j'avais comme changé un peu. Puis à un moment donné, je me suis dit, gars, je pense que je me suis souvent arrivée 2e au championnat canadien, tout ça. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, je pense que j'ai été au bout du bout de ce que je pouvais faire en boxe olympique. Puis là, c'est le temps de passer chez les professionnels. Oui, j'avais 35 ans, mais encore une fois, peu importe ce qui se passe, moi, j'ai décidé quand même de le faire. Puis pourquoi j'ai décidé de le faire à ce temps-là? J'avais un préparateur. Yann, ça fait une dizaine d'années qu'on est ensemble. J'avais un entraîneur. Santé outil là, à ce moment-là. Exactement. Puis j'ai décidé de le faire. Puis tu sais, la beauté de ça, ben, je vais peut-être pouvoir dire que je l'ai eu, moi. J'ai tout le temps Walt Disney, mais j'ai quand même fait mes débuts pro au Centre Bell. Là, on s'entend, ça peut pas être plus stressant que ça. Puis en plus, qu'est-ce qui est beau de ça? Qu'est-ce qui est beau de ça, c'est je vais à la maison des mères des Canadiens, le hockey. Ah ouais! Départ, ah, c'est malade, ça, c'est vrai. Puis où est-ce que j'aurais pu complètement flancher avec la pression et tout ça, parce que là, il fallait que je vende des billets. T'as-tu été la meilleure défenseuse ce soir-là? J'avais une pas pire défense. C'était une Tchécoslovaque, je pense, qui était vraiment... Fait que t'es une genre de défenseur offensif. Moi, là, Vraiment bien. J'ai bien bougé. Puis, les pieds. Oui, mais tu sais, comme Yann il disait, parce qu'il était quand même un petit peu loin, puis elle était quand même plus massive, tu sais, rendue au combat, puis ça aussi. Ah, même rendu là, il se tenait encore loin de toi. Ouais, là, je vais me tenir loin. Je voudrais surtout pas. Pour être associé à toi. J'ai attendu que tu gagnes, elle va te dire que je fais entraîner. Exact. Pas surpris pas en doute. C'était difficile parce que là, il fallait que je vende mes billets moi-même. Là, je dormais, ça c'est une anecdote, là, j'avais une sacoche, j'avais à peu près 20 000 $ de billets parce que là, il n'y avait pas c'était pas encore là, les applications où tu payes par Ticketmaster, whatever. J'avais vraiment les billets physiques. Puis là, je faisais mes entraînements. Oui, souvent, parce que dans le fond, moi... Fait que tu vendais du chocolat porte à porte pour subventionner ta boxe professionnelle? Bien, j'ai souvent eu à faire des campagnes de financement. Mais non, c'est ça, j'ai pas de promoteur, sûrement parce que ils m'ont trop vieille ou je sais pas trop, mais j'ai souvent eu la super chance de boxer sur les cartes de Eye of the Tiger, souvent, là, au casino, comme là, au Centre Bell. Mais c'est ça, je vendais mes billets, je traînais ma pote, je vendais mes billets, puis je m'entraînais au travers de ça et tout. Parce qu'encore une fois, tu sais, quand tu as un promoteur et tout, il y a une facilité où est-ce que tu as des combats de garantie, etc., etc. Puis moi, en étant... Nouvelle. C'est ça, une outsider, dans le fond, ben voilà. Fait que j'ai réussi à faire mes coups, là. Pardon, j'en avais vraiment vendu. T'avais 20 000 billets? Mais j'ai pas vendu 20 000 au total. Ça aurait été malade. J'avais 20 000 $ en valeur monétaire. J'ai pas tout vendu, évidemment, mais à quel point te dire le pourquoi je dormais avec ma sacoche le soir, parce que c'est ça fait voler ça. Ah ouais. Mais c'est ça, c'est plein d'anecdotes comme ça.
Puis, encore une fois, de toujours être prête parce que en n'ayant pas de promoteur, je peux être appelée. Combien de fois qu'on s'est fait appeler 2 semaines d'avis, hey, tu peux-tu te battre? Ce qu'on faisait dans sa préparation physique, ça s'arrangeait. De voir d'être pas trop loin du poids. Fait que, c'est comme si on était en camp d'entraînement sans arrêt. C'est pas, c'est pas optimal, mais tu sais, on avait quand même. Ben, t'as pas de date, t'as pas le choix de faire ça. Non, dans le fond, tu peux pas refuser un combat. Si, mettons, finalement, le combat, t'es là, on est rendu à 15 livres de différence. Ah non, puis tu peux pas le prendre. Puis c'est trop rapproché dans le temps, on ne fait pas. Mais si on n'est pas trop loin, ben, si ça se fait, on coupe un petit peu certains endroits dans l'alimentation, fait la petite déshydratation quelques jours avant, la journée du poids, puis ça se fait. Pas optimal ou pas nécessairement ce qui est facile, parce qu'il y a un stress là-dedans, mais ça se faisait. On a réussi à accepter une coupe de combat comme ça. Oui, il y en a un combat d'ailleurs, là, c'était au Centre Vidéotron à Québec. On était à 2 semaines d'avis, puis là, dans le fond, l'adversaire était supposé de se battre. Je suis un peu mélangée parce que boxe amateur, c'est 119. À 118, non, ou 122. En tout cas, bref, une catégorie ou 2 plus basse que moi. Puis là, le combat n'avait pas eu lieu parce que l'adversaire, en tout cas, ça n'avait pas fonctionné, mais pour garder l'adversaire qui, elle venait de l'Ontario, il m'avait demandé à moi, puis moi, ça allait été accepté parce qu'avec tout mon bagage amateur, tout ça, parce que je pense que c'était comme mon 3e combat, mon 4e combat. Puis à 2 semaines d'après... Elle avait plus, là, parce que d'après, Pardon. Elle avait plus de combats, c'est ça? Oui, puis elle avait de l'expérience en championnat du monde. C'est une fille qui venait des arts martiaux mixtes. Tout le monde avait peur pour moi, pour être très honnête. Là. Puis moi, j'ai décidé d'accepter le combat. Puis là, qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là? C'est qu'on s'est battu pas à une catégorie de poids officielle, on s'est battu à un catch-weight. Fait qu'un catch-weight, c'est elle a monté, puis moi, j'ai descendu le plus que je pouvais. Okay. Normalement, moi, je boxais à 126. On l'avait mis à 122. Fait qu'elle, dans le fond, elle buvait de l'eau. Elle était à son poids plus... Elle, c'était le contraire. Là. Exactement. Okay. Fait qu'elle, c'était plus facile pour elle. Il fallait qu'elle augmente son poids. Là, l'avantage des poids, il y a toujours 2 côtés de médaille. Là. L'avantage, c'est que Martine était un petit peu plus grosse qu'elle dans le ring, ou à peu près que c'était rare dans la façon dans ses autres combattants. Parce qu'on avait vraiment... On avait atteint... ça, c'était comme on avait atteint vraiment... Même ma masse musculaire, j'étais plus jack. J'étais cut et tout, mais au niveau du poids... Ouais, t'avais un bon pourcentage de gras, là. Mais non, justement, c'est ça, j'étais lean, j'étais vraiment... Ouais, c'est ça. J'étais vraiment un bon lean. Bon, ça le dit pas. Ah, bon, excuse-moi. Ouais, bon. Ouais, bon, c'est plus gros. Fait que non, c'est pas bon, plus gros pourcentage. On a tous des problèmes des... Quand ils disent t'as des bonnes fesses, là... Des bonnes fesses, là. Fait que là, ça a été vraiment un petit peu plus dur comme la descente, mais quand même, ça avait bien été. Puis tout le monde capotait parce que justement, elle avait de l'expérience en championnat du monde. C'est une fille qui venait des arts martiaux mixtes. Oui, mais il y avait beaucoup d'excitation pour ce combat-là, tu sais. Puis finalement, en plus de ça, c'était le premier combat féminin qu'il y avait après le décès. Il y a eu un gala de boxe quelques mois auparavant qu'il y a eu une Mexicaine qui... Oui, oui, je me souviens de ça. Moi, j'étais le premier combat féminin après. Donc, j'ai fait beaucoup interviewer là-dessus. Ça fait pas longtemps, ça me semble, en plus. Avant la pandémie, je... Ouais, c'est ça. Ben oui, je me souviens de ça. Fait que là, il y avait tout ce stress-là et tout ça. Tout le monde était sur les dents. Et tout le monde sur les nerfs. Oui, c'est ça. Puis, Colin, j'ai gagné le combat. J'ai outboxé. C'était vraiment, là, puis encore une fois... C'était celle-là qu'elle faisait la dirty box, par exemple, elle. Non, c'est celui que j'ai eu le nez cassé. Okay. Qu'elle, c'était vraiment... Elle, c'était du dirty boxing, vraiment. Tout le long. Ouais. Mais elle, non, elle était comme juste fâchée, mais parce que j'étais plus vite qu'elle, puis en plus... Ross, qu'elle s'appelait? Lindsay Garbett. Oui, elle était toute petite, super cote et tout. Puis moi, ben dans le fond, il y a une des raisons pourquoi j'ai gagné, c'est que je faisais beaucoup de in and out, un peu... mes entraîneurs dans le coin, ils me disaient, gars, retourne à ta boxe amateur, c'est in and out, puis c'est le même pack, je la touchais tout le temps. Puis bref, le combat où est-ce que les gens étaient le plus stressés pour moi, pas de bon sens, Martine, elle accepte le combat, 2 semaines d'avis, un poids vraiment plus bas, une fille qui a de l'expérience, puis j'ai gagné le combat. C'est incroyable. Comment, justement, entre l'époque où tu n'avais pas vraiment de coach, mais tu gagnais quand même tes combats, ou ce que là, tu fais la transition dans la boxe professionnelle, est-ce que tu aurais pu faire la même chose, d'arriver là, pas de... nonobstant le fait que tu pourrais pas aller faire de la boxe professionnelle sans coach, mais à quel point, justement, le coach dans le coin puis ton coach de boxe fait une différence à ce moment-là dans ta carrière? C'est incroyable, parce qu'on s'entend, on fait un sport de combat, on risque notre vie
à toutes les fois qu'on embarque là, on n'a pas le choix de se sentir vraiment accompagné. Moi, Yann, il n'est pas dans le coin physiquement quand je boxe, mais il est là en tabarouette parce que cette confiance-là, cet appui-là, la préparation qu'on a faite, je veux dire, c'est pour ça quand je dis, tu sais, on gagne en équipe, on perd en équipe, mais c'est surtout, c'est un sport individuel, mais à quel point tes gars de coin, tes gars de préparation sont tellement importants. Mon coach, quand je le regarde, OK, let's go, OK, puis on est dans le coin, je respire, mais on discute, OK, ouais, tel. Puis je suis super calme dans le coin. Puis cette relation-là avec mon coach, c'est écœurant. Même affaire avec Yann, puis je lui demande souvent son avis, même s'il n'y a pas une expertise boxe à connaître toutes les petits détails, ouais. Mais tout ce qu'on fait ensemble, c'est tout le temps. Je vais lui demander, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on accepterait ce combat-là, etc. Il fait partie, Yann, de tout le processus en communication avec mon coach. Encore parce que je dis tout le temps oui. Qu'est-ce qu'on le prend? Mais tu sais, des fois, les questions de ouais, du poids, penses-tu que c'est vraiment, vraiment super important? À quel point que, bon, je ne veux pas vivre avec des regrets, mais à quel point que oui, c'est vrai que je pourrais répondre à ta question et te dire, hey, tu sais quoi, peut-être que si j'avais l'équipe que j'ai aujourd'hui en boxe olympique, qui sait, peut-être j'aurais gagné les championnats du monde, mais c'est ici et maintenant. Puis je suis vraiment contente de où est-ce que je suis rendue avec tout ça. Tu sais, pas mon dernier combat, mais mon avant-dernier combat, j'avais perdu en septembre un combat, la fille justement, Dirty Boxing. Première fois de ma vie, je me fais casser le nez. J'ai même pas l'honneur au pire de me faire casser le nez par un coup de poing. Elle me donne un coup de tête. Non, t'es pas ça. En fait, ce combat-là, j'aurais pu complètement dégénérer mentalement parce que c'était pas... Premier round, moi, je suis gauchère, donc je boxe gauchère, l'autre est droitière. Elle me pile sur le pied, je tombe. Je me fais compter. Quand tu te fais compter, c'est sûr, automatiquement, tu perds le rond. Mais là, je regarde le ref, je dis, ben non, j'ai tombé. Il a compté quand même. Fait que là, OK, c'est pas grave. Tu t'enlèves, faut que tu continues. Mais quand tu retournes dans ton coin, il faut pas que tu aies la mentalité de dire... Je viens de me faire avoir. Exactement. Puis là, à un moment donné, c'était contre Emma Gongora, une Française. Puis à un moment donné, il me donne un coup de tête, j'ai le nez cassé, je continue à boxer. Fin du 3e round, j'arrive dans mon... Le docteur qui s'est pointé aussi. Ça, c'est après. Le docteur ne s'est même pas pointé pendant le combat. C'est ça qui... Ça veut dire que mon Samuel Descaries, je le salue d'ailleurs, mon cutman, là, celui qui est le spécialiste pour les hand-wraps puis les coupures, les coupures, il a fait une grosse job pour le nez. Parce que autrement, des fois, quand ça saigne trop, ils vont faire time out dans le coin puis ils vont te faire voir le médecin. Mais j'ai pas vu le médecin, je pense une fois. En tout cas, je m'en rappelle plus. J'étais trop sur l'adrénaline. Là, j'arrive dans mon coin, fin du 3e round. J'ai eu le nez cassé. Pas besoin de le dire, la grande. Fait que là, let's go, ils mettent de l'adrénaline pour couper le saignement, etc. J'aurais pu être sur le back foot tout le long. J'ai 3 autres rounds à faire. Là. J'ai 6 rounds à faire. Oui, c'est sûr, là, je respirais. Le menton dans les airs, par la bouche. Mais puis à un autre moment donné, elle me donne un coup en arrière de la tête. En tout cas, j'ai perdu le combat. Puis, tu sais, t'es dans le ring, puis t'entends le silence de la foule parce que t'entends, tu sais, en fait, il y a eu une fraction de seconde parce que quand tu boxes, t'es pas supposé d'entendre ce qui se passe alentour. Moi, j'entends juste mes coachs dans mon coin. Et je me rappelle ce combat-là, il y a une fraction de seconde où est-ce que j'ai vraiment entendu un gros silence parce que là, c'était Rocky, là, j'ai le nez pété. Le sang partout, puis tout ça. Mais j'ai continué. C'est pas vrai que je vais être pendant 3 rounds. Non, j'ai encore été de front, tout ça. J'ai perdu ce combat-là au casino, tout ça, mais c'est comment j'ai réagi après. Oui, j'avais le goût de me cacher, j'avais un black eye, mon nez était tout croche, tout ça, mais je pense 2 jours après, je dis non, c'est pas vrai. J'ai mis mes lunettes fumées, j'étais boire un café sur une terrasse. C'est pour toujours te ramener dans un mode où est-ce que ton sport ne te définit pas en tant qu'être humain. Je suis pas une loser ou une pas bonne parce que j'ai perdu le combat, par exemple. Mais c'est toutes ces expériences-là. Je suis fière aujourd'hui de dire, peut-être que je ne serai jamais championne du monde, mais tabarouette, je n'aurai pas de regrets, puis je vais vraiment avoir été au bout des choses. T'sais. Fait que non, c'est ça le médecin, en sortant du ring, il y a toujours un médecin. C'est super drôle. Je sors du ring, il y a le médecin qui me regarde, puis tu as le monsieur de la régie des alcools, des courses et des jeux qui t'attend avec ton chèque. Là. Tu signes ton petit papier puis il te donne ton chèque. Après? Ah, ouais. Fait que là... Tu mérites, là, t'as le droit. Là. Ouais, on s'entend, c'est pas des gros chèques. Là, les gens qui pensent que,
surtout, en boxe féminine, il y a peut-être juste Marie-Ève Ducaire et Kim Clavel qui gagnent leur vie avec ça, là, mais même les gars, c'est très rare. Puis là, je regarde le docteur, quand même assez âgé. Je dis, pouvez-vous me replacer mon nez? Tu sais, parce qu'il me confirme que j'ai le nez cassé. Il dit, ah non, tu sais, moi, je touche pas à ça. Là, je suis comme, je suis sur l'adrénaline, c'est maintenant, c'est pour que tu l'arranges. Tu sais. Puis, en tout cas, par après, son collègue plus jeune me l'a arrangé, mais il a quand même fallu que j'aille voir un ORL pour me le refaire briser. Wow, non. Ouais. J'ai pas eu la rhinoplastie. Non. C'est vraiment, il me gèle, clac, puis voilà. Mais j'ai 22 ans de carrière de boxe, puis c'est juste récemment que je me suis fait casser le nez. Donc, souvent, on se fait demander, tu fais de la boxe? T'es-tu fait répéter le nez pour... Ça, c'est vraiment une vieille affaire, une légende urbaine. C'est une légende urbaine, mais le pire, c'est qu'à l'époque, peut-être que ça se faisait. Mais souvent, les boxeurs, on est comme, c'est quoi cette question-là? Tu t'es-tu peut-être répéter le nez pour pas que tu sentes rien? Parce qu'évidemment, après, quand ton nez est cassé, ton cartilage, bon, tout est ramolli, là. Mais c'est ça. Fait que c'est toutes les expériences de vie où est-ce que mon parcours atypique a fait qui que je suis aujourd'hui. Puis mon dernier combat au Mexique, le 5 mai, j'ai gagné parce que je revenais de 2 défaites consécutives, dont la dernière défaite avec le nez cassé contre Emma Gongora. Puis, pardon, je vais faire mon combat au Mexique. J'ai réussi à le faire grâce à une campagne de financement. Merci à tout le monde qui ont participé parce que vu que je n'ai pas de promoteur, je dois payer et contribuer. C'est moi qui paye pour pouvoir me battre puis rester active. C'est fou, ça, pareil. Oui, exactement. Ben, tu sais, ça m'est arrivé 2 fois. La première fois que j'étais au Je Mexique. vais payer pour aller me faire donner des coups dans la face. Oui, ben, Je comprends, c'est une passion. Non, c'est une passion. Parce que dans le fond, j'assume, tu sais, j'ai ramassé des sous, campagne de financement, c'est que dans le fond, c'est que je suis comme mon propre promoteur. Donc, tu sais, si j'ai pas de commanditaire, il y a des commanditaires, évidemment, m'ont aidé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai payé pour aller me battre. Ben, j'ai payé, j'ai la Tu payes tes campagne de financement. dépenses. Tu payes pas pour aller te battre là-bas. Je paye pour avoir le droit d'être sur la carte, pour avoir mon spot qu'on appelle. OK. Donc, ceux qui ont des promoteurs qui ne savent pas comment ça fonctionne, là, quand tu es Peux-tu le dire combien que c'est à peu près? Ben, T'as une idée? pour de vrai, les bourses, Ben, combien que ça coûte pour aller là-bas, Ben, là, t'inscrire, ouais. ben, des fois, les spots, ça peut être comme 2000, mais c'est parce qu'en fait, c'est que vu que ça a comme été ça a été facturé, moi, j'ai payé comme une facture globale. Mais tu sais, par exemple, si, mettons, la fille, dans le fond, c'est moi qui paye sa bourse. Fait que, si, mettons, on a des bourses, on s'entend, là, les bourses, c'est pas gros, là. Je sais pas si on peut vraiment parler de chiffres, mais ma plus grosse bourse que j'ai eue pour un combat, c'est peut-être 3000 $, là. Et on s'entend que ça couvre aucunement les frais de mon préparateur physique, de ça exactement. Donc, quand je paye pour aller me battre, ça veut dire que je paye l'hôtel de la fille, son transport à elle, sa bourse à elle. En plus, moi, je lui charge quand elle m'appelle. Toi, tu te prends pour un avocat, dans le fond. À chaque fois que tu demandes des conseils, quand je suis en tournoi, là, puis je le texte, OK, là, je peux manger quel fruit? Il n'y a pas ça de disponible. Là. Ah, attends une minute. OK, puis là, Là, tu reçois un bill. En fait, on voulait pas te le dire, mais il te charge pour aujourd'hui. Tu dis, hey, j'ai... tu charges pour aller au podcast. Mais c'est ça. Fait que, ben, donc, voilà, donc, tu payes pour tous les frais, en fait, que le promoteur, c'est lui, dans le fond, qui s'organise avec lui. Ouais, mais oui. Mais j'ai eu la chance, le matchmaker là-bas, parce que tu dois payer le matchmaker aussi, celui qui te trouve le combat. J'ai eu la chance d'avoir du monde qui ont travaillé avec moi pour que ça me coûte le moins cher possible. Donc, je reviens de ce combat-là, 5 mai dernier, ça va bientôt faire 1 an. Puis, moi, peut-être 1 mois et demi avant du combat, ben, je ne le dis pas à personne, mais je découvre que j'ai une bosse au sein, parce que là, c'est ça, j'ai cancer du sein. L'avantage d'être sans cote. C'est que tu découvres tout ce qui se passe avec ton corps. C'est ça. Puis de pas avoir... Puis là, t'es-tu à 126 à ce moment-là? Non, j'étais un peu plus pesante. Okay. Mais j'ai pas beaucoup de poitrine, fait que déjà, c'est niaiseux, mais c'est probablement ça qui a fait que j'ai découvert que j'avais une bosse plus rapidement. Fait qu'un mois et demi avant mon combat du 5 mai, qui est mon dernier combat que j'ai gagné, je découvre que j'ai une bosse. Puis moi, j'ai une amie à Québec, elle a le cancer et tout ça. Fait que je niaise pas avec ça, j'appelle mon médecin de famille, puis je réussis à avoir un rendez-vous avec mon médecin de famille comme 2 semaines avant de partir. Encore une fois, je ne l'ai dit pas à personne. Je pense que toi, tu étais au courant. Mais ça doit être... Même Yann, j'ai dit vraiment à la dernière minute, mais je n'ai pas parlé à personne. De toute façon... Après le combat. Oui, c'est ça exactement. Je pense que je te les ai après le combat. Puis, tu sais, j'en fais pas de cas, mais je prends ça sérieusement parce que moi, à ce même sein-là, j'avais déjà eu des bosses, on appelle ça des fibroadénomes. Ouais. Donc, c'est bénin, mais j'avais eu un suivi, puis tout était correct.
Mais là, je suis couchée dans mon lit, là, je touche, je dis, oh, là, c'est pas normal. Tu sais, c'était. Bon. Fait que une semaine avant de partir pour le Mexique, je rencontre mon médecin de famille, fais la palpation, tout ça. Ça semble pas grave, mais c'est quand même nouveau parce qu'elle dit ce que je touche, en tout cas, elle dit je vais quand même mettre urgent sur le papier. Donc, elle écrit requête, etc., urgent. Là, moi, je m'en vais faire le combat, puis même à la limite, je me dis, j'espère que là-bas, ça paraîtra pas quand je vais faire ma. Là, j'en ris aujourd'hui, là, mais je me dis, j'ai vraiment eu la réflexion, j'espère que la bosse, parce qu'elle était quand même assez grosse, j'espère qu'elle paraîtra pas quand je vais être en maillot, puis je vais faire la pesée, tu sais. Encore une Tu vas pas te faire poser de questions ou personne quoi que ce soit. Exact. Donc, voilà, je fais le combat, je gagne le combat, tout ça. Je reviens, puis ça, c'est ça. Je me battais le vendredi, je suis revenue le samedi. OK. Tu niaises pas là-bas, là. Elle n'a pas visité le Mexique. Non. Ah non. Fini mon combat, on a mangé un peu, il était rendu comme minuit, 1h, fait les valises, on dort ou on dort pas. On repartait à 3h du matin parce que l'hôtel était à 2 heures de route de l'aéroport. Fait que tout le monde, 2 heures de route. Ben, tu sais. On appelle ça de la grind. Oui, exact. La On grind. Oui, Je connais ça. de la n'a grind. pas le choix, tu sais. C'est pas tant bon quand tu as mangé des coups sur la tête de prendre l'avion à moins de 24 heures. En plus. Oui, exact. Mais ça, je l'ai dit pour ceux qui le savent pas, mais bref, c'est comme ça que ça fonctionne dans le domaine. Fait qu'on repart le lendemain. Tu as tout évité, de toute façon. Puis, ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, ce combat-là, j'ai vraiment. T'avais pas mangé trop de coups. Non, j'ai vraiment dominé. Puis, le lundi que je suis revenue, puis le lundi, j'avais déjà mon rendez-vous qui avait été pris. J'avais une mammographie et une échographie. Là, la dame a dit, écoute, on va envoyer ça. J'aimerais ça que tu aies une biopsie. La semaine d'après, j'avais mon diagnostic. Tabarouette, ça a pas niaisé. Ouais, puis C'est après que ça. ouais, c'est ça. La semaine après mon diagnostic, je pense, j'avais déjà mon plan de match. Je rencontrais la chirurgienne et tout ça. Donc, quand j'ai eu le diagnostic, moi, je venais de donner mes cours en privé et tout ça. Puis là, je vois, j'ai des appels manqués, appels masqués manqués. Puis là, j'ai mon écouteur, là, je conduis, je m'en allais faire ma musculation avec Yann. C'est mon médecin de famille. Elle me dit, à l'hôpital, t'as-tu appelé? Là, je savais qu'il y avait quelque chose de pas normal parce qu'une généraliste, médecin de famille, c'est pas elle qui est supposée de m'appeler parce que c'est pas elle la spécialiste du cancer du sein. Puis normalement, ils font pas ça au téléphone, mais elle me connaît, ça fait des années. Puis qu'elle me le dise, pour de vrai, qu'elle me le dise au téléphone ou qu'elle me dise, la semaine prochaine, il faudrait que je te rencontre, que tu sois accompagnée, tu es en train de me dire que j'ai le cancer. C'est ça. Donc, je prends le téléphone, puis je demande de répéter. C'est quoi? Ça s'appelle le carcinome canalaire infiltrant. Donc, c'est un cancer dans les canaux mammaires. Parce qu'on parle souvent du cancer du sein, mais il y en a plusieurs. Puis, il est hormonodépendant, donc dépendant aux hormones. Puis selon ce qu'ils ont trouvé, c'est beaucoup au niveau de l'oestrogène. 90 je pense, d'oestrogène, ce que j'ai. Puis, fait que là, elle me dit ça. Puis là, je vais m'en rappeler, puis je l'ai déjà dit aussi dans d'autres entrevues, où est-ce que je suis devant l'autoroute 30. Si je tourne à droite, je me retourne chez nous. Si je tourne à gauche, je m'en vais voir mon Yann pour notre muscu. Puis je pense que ça a été déterminant, cette intersection-là, où est-ce que c'est quoi l'attitude que je vais prendre après avoir eu ce genre de nouvelles-là. Je tourne à gauche. Puis là, ça, pas longtemps après le combat, j'avais dit, je suis en train de, justement, je me fais vérifier, j'ai une bosse, je t'avais dit après le combat. Puis quand je suis arrivée au gym, j'ai regardé Yann, puis là, il me veut à la face, et puis là, je me suis mis à pleurer, puis j'ai dit, on peut-tu s'entraîner moins fort? Non. Non. Un bike pendant 1 heure. Arraché dans le tapis. Arraché dans le tapis. Ça a été ça. Puis la semaine après, je rencontrais la chirurgienne. Puis là, c'est là qu'elle m'expliquait, selon ce que j'avais, là, elle dit ça va être une mastectomie partielle. Donc, c'est vraiment juste on enlève la tumeur puis du bon gras alentour pour vraiment aller voir c'est quoi. Puis le retrait des ganglions sentinelles, ça c'est en dessous du bras, pour savoir si les ganglions n'ont pas été atteints. Puis après ça, elle a dit, bien là, selon ce qu'on va trouver, on établit un plan de match. chimio ou non, mais c'est sûr que j'allais faire de la radiothérapie. Fait que là, c'est ça. Là, c'est là, après, ça a été long. J'étais tout le temps en stand-by. Je continuais à m'entraîner un peu parce qu'on était après combat. Donc, pour juste en préparation générale, là, ouais. Exactement. Mais j'étais tout le temps en attente. Je donnais des cours de boxe. J'étais avec mon cellulaire. Puis c'est tout le temps pour savoir c'est quand je vais me faire opérer, c'est quand si, c'est quand. Pourquoi ça a niaisé aussi longtemps? C'est l'attente. C'est vraiment l'attente. Ma mère m'a décédé d'un cancer du sein. Pas du cancer du sein parce qu'elle a une récidive, mais c'était le même processus. C'était vraiment long. Le processus avant de l'opération, je ne comprenais pas. Tu sais, tout est beau, let's go, on avance. C'est un peu le même processus qui est arrivé. J'étais
ça va-tu se passer, tu sais? Puis là, finalement, ben là, c'est fait. Oui, parce que c'est l'attente. C'est d'être dans le nez, hein. Le pire, tu sais, c'est peut-être un peu le côté athlète, parce que bon, là, la chirurgienne me donne le plan de match. Tu sais, on est, go, on y va, T'es là. habitué, toi, là, avec ces affaires-là, là, ben oui. Donc, l'insécurité, l'anxiété, l'attente, où est-ce que tu n'as aucune idée, là, tu veux pas manquer les appels, etc. Donc, ça a été long. Puis tu le sais aussi que là, tu attends l'appel, mais là, c'est l'appel pour tes tests préopératoires. Pour après ça, quand tu as fait tes tests préopératoires, ils font un scan, en tout cas, le cœur, etc., prise de sang. Mais après ça va-tu prendre 2 semaines, 1 mois avant que je me fasse opérer? Je ne le sais pas. Donc, en tout cas, il y a eu tout ça. Puis fin juin, j'ai eu l'opération, là, donc j'étais en convalescence pendant 1 mois. Quand tu es revenu du combat, le temps que ça a pris pour faire les examens et avoir le diagnostic, ça a été super rapide. Tu t'attendrais à ce que le traitement commence tout de suite. Oui, c'est ça. Parce que veux pas, à ce moment-là, le cancer continue de faire son œuvre. Là, tu veux, mais c'est tout, tu veux gérer ça là, au plus sacré. Là. Exactement. Puis, exactement comme que tu dis, où est-ce que, oui, t'es dans l'attente, mais tu veux pas partir sur une chire mentale où est-ce que, ben là, y a-t-il une progression qui est en train de se faire pendant, Ben non, parce que tu ouais, as ben ouais. connaissance. C'est un peu ça. Des fois, je me dis, parce que des fois, les gens ils me disent « Ah, Martine, tu veux toujours tout savoir, puis tout ça », mais des fois, c'est bon de tout savoir, puis d'être à l'affût, mais des fois, comme quand tu le sais, puis que tu veux te mettre en action, puis que tu peux pas, c'est plus... Mais oui, effectivement, c'est long, mais ça a quand même été rapidement, dans le sens que, tu sais, j'ai le diagnostic mai, puis fin juin, j'ai quand même, tu sais, je me suis fait opérer. Fait que là, l'autre période qui a été longue, c'était... Il fait quoi? Avant même de savoir, parce que oui, j'ai fait de la chimio, mais ce qui arrive, c'est que là, il m'opère, je suis en convalescence, puis après l'opération, c'est à peu près 1 mois et demi pour justement savoir est-ce qu'on passe directement en radiothérapie, tu sais, savoir c'est quoi qu'on a trouvé. Puis moi, ce qu'ils ont trouvé, je suis comme tombée, on appelle ça, je suis comme tombée dans une zone grise, c'est qu'ils ont dû envoyer un bout de la classique, la zone grise. En tout cas, on ne serait pas parlé contre le système, mais j'ai comme vécu doublement. Là. Ah oui, en plus dans le même temps. Ouais, back-to-back. Mais c'est quand même sensiblement les mêmes histoires. Ouais. D'une autre bouche. Ah, c'est fou, en plus, les circonstances que vous avez vécues, parce que lui, il l'a vécu avec sa mère. Tu sais, c'est quoi les chances qu'une de tes athlètes ait la même situation, que tu aies quelqu'un qui vienne de vivre ça émotionnellement parlant? Tu sais, ça a dû créer justement encore plus de connexion entre vous deux, j'imagine. Là, exactement. À ce moment-là. Oui, c'est vraiment, c'est incroyable. Puis c'est pour ça qu'il a été là pendant tout le processus. Puis comme, OK, pour qu'on se tienne au courant de, bon, c'est quoi qu'on fait, puis tout ça. Parce que, tu sais, je veux dire, s'entraîner, pour moi, c'est un mode de vie. Ça fait partie de ma vie. C'est pas juste, parce que je suis une athlète, puis tout ça. Fait que, voilà. Ben, donc là, je tombe. Mentalement, tu fais le mieux quand tu t'entraînes aussi. Tu connais sa sœur? Tu commences à être... Ouais, tu me tapes tes nerfs, là, Martine. On va lever de la... Je suis comme tombée dans une zone grise, donc ils ont dû envoyer un bout de la tumeur, en tout cas en oncotype, qu'on appelle, aux États-Unis. Ça, honnêtement, aussi, je ne comprends pas pourquoi, parce que je pense que si on a des hôpitaux, puis on a beaucoup de recherches scientifiques sur ça, pourquoi ils ont dû envoyer ça aux États-Unis, j'ai aucune idée. Probablement à cause du test, mais on est quand même chanceux pour de vrai d'avoir la RAMQ, parce que c'est un test que si, mettons, j'étais aux États-Unis, il y aurait pas que c'était des milliers de dollars. Ah ouais. Bref, ils envoient ça en oncotype. Puis en oncotype, qu'est-ce qu'on m'expliquait, parce que je ne suis pas un médecin non plus, ils ont vérifié à peu près une vingtaine de gènes pour vraiment savoir exactement, dans le fond, à savoir si est-ce que cette patiente-là doit avoir de la chimio ou non. Puis là, ils scorent avec des points. Fait que selon sûrement le type de cancer que j'ai, mon âge, je suis une femme, peu importe, avec toutes les études qu'ils ont faites et tout, selon ce que tu scores, c'est si je scorais plus que 25, c'était sûr que j'allais faire de la chimio, puis en bas de ça, j'aurais pu passer directement en radiothérapie. Okay. Puis évidemment, j'ai scoré quelque chose comme 35. Tabarouette, OK. Donc, ça voulait dire beaucoup, beaucoup de chances de récidive. Récidive à distance, ça veut dire que ça peut être une récidive... ailleurs. C'est pas juste une récidive cancer du sein. Okay. Donc, quand je suis rentrée dans le bureau de l'oncologue, il n'a pas eu besoin de rien dire. Quand il m'a regardé puis il a fait ça, j'ai fait « Ah non, c'est pas vrai ». Fait que là, on embarquait sur la chimio, 16 rondes de chimio. Puis là, en ce moment, il me reste 5 traitements de radiothérapie. Donc, wow. La fois, tu finis la semaine prochaine? Le 3 avril que je termine. Ouais, parce que dans le fond, la radiothérapie, c'est tous les jours, sauf week-end et jours fériés. Donc, c'est pour ça que ça s'étale jusqu'au 3 avec Pâques, exactement. Comment ça se passe, Martine? La radiothérapie, évidemment, ça n'a rien à voir avec la chimiothérapie. Donc,
pour moi, ça se passe bien, mis à part la grosse fatigue. C'est sûr que S'entraîner, j'ai fait une couple de semaines, mais ça s'entraîne moins de fois semaine. ouais, moins de fois semaine, j'ai un petit protocole. Ouais. Du matin, là, petit workout tous les jours. Déjà là, de faire ça, je pense que ça te fait vraiment du bien mentalement. Versus comme un bout là, que la chimio, tu sais, c'était comme des up and down. Oui, parce que pendant la chimio, j'ai essayé, parce que dans le fond, la chimio, j'avais 16 rounds, c'est que les 4 premiers traitements de chimio, c'est 2 médicaments, puis c'était vraiment rough, cette partie-là. Normalement, j'aurais dû avoir ces traitements-là aux 2 semaines. Je les ai eus aux 3 semaines parce que mon foie ne répondait pas bien. Il était trop enflé. On voyait sur le schéma, mon foie était comme enflé 10 fois plus que la normale. Donc, quand on a de la chimiothérapie, 24 heures avant, on se fait peser pour être sûr que notre poids ne fluctue pas trop, tu sais, à cause des traitements de chimio pour rester quand même une certaine forme. Puis on se fait prise de sang pour savoir est-ce qu'on a assez de globules blancs pour recevoir la chimio, est-ce que tout est correct. Donc, les 4 premiers traitements du AC, c'est à cause c'est le nom des 2 médicaments. Je les avais aux 3 semaines. Ça, c'était épouvantable. J'essayais de marcher un petit 5 minutes. J'en avais pour 1h30 à dormir. Par contre, qu'est-ce que je suis fière de moi? C'est moi, j'habite à côté de l'hôpital Charlemagne. C'est à Charlemagne que je me fais traiter. Il n'y a pas une fois... J'ai toujours marché pour mes traitements et marché pour avoir. Même en chimio, quand c'était vraiment difficile, les 2 premiers traitements, ma mère m'a accompagnée. Le reste, j'ai voulu faire toute seule. Je ne voulais pas que ma mère elle me voie. De voir sa mère qui... C'était comme un processus aussi pour toi que tu t'étais... Oui, exactement. Un petit challenge. Oui, puis c'est vraiment de faire circuler des heures branchées à... En tout cas. Fait que là, j'ai pas pu m'entraîner. Là, après ça, le Taxol, ça, c'est un autre médicament. Ça, c'était... Tu perds tout. Les 4 premiers traitements, moi, j'ai commencé à perdre mes cheveux vraiment à partir du 2e traitement de chimio. Mais les sourcils puis les cils, là, ça repousse, là, je suis contente. C'est le Taxol. Donc, les 12 autres traitements de chimio, ceux-là, je les avais 1 fois par semaine. Puis là, tu es un peu plus vivant, là, c'est vraiment moins pire. Puis là, j'avais ici et là fait des petits entraînements avec Yann, puis il était toujours à l'affût de. Donc, tu sais, ce processus-là, puis tu sais, je suis contente. Tu sais, souvent, on dit que dans la médecine, ils sont un peu arriérés sur bien des choses. Je suis quand même contente de voir qu'en oncologie, de plus en plus, il y a des posters, des affiches, exactement, de s'entraîner, de rester actif parce que ça l'aide. Bon, c'est sûr que pas la grosse affaire, mais c'est vraiment de s'écouter, en fait. On a fait aussi des fastings. On a fait un protocole de fasting autour de la chimio. Un peu avant, un peu après. Puis dans le fond, un protocole qu'on a mis en commun, là, que je l'avais mis en contact avec Martine, qu'elle avait passé, avait fait de la chimio il y a quelques années, même type de cancer. Puis elle avait rentré ça, puis le fait de ne pas manger la bouffe de pâle en partant. D'être en fasting, fait que je veux pas. C'est quand même fou de dire ça, hein? De ne pas manger de la bouffe de pizza, ça va être un plus pour ta récupération d'un cancer. On dit une vraie chose à ça. Ah, ben écoute, c'est la réalité, c'est ça. C'est beaucoup l'hydratation. Moi, j'ai vraiment focusé aussi sur l'hydratation, les électrolytes, etc. Tu sais, au début, de toute façon, quand tu fais de la chimio, là, déjà l'appétit, tu as vraiment beaucoup de nausées. C'est vraiment... Puis je l'ai essayé à plusieurs reprises, justement, parce que j'avais tout ce qu'on me disait. Puis même, j'avais regardé des documentaires qui disaient que quand tu es en fasting et tout ça, que ça l'aide à... Déjà en auto-guérison un peu. Oui, parce que dans le fond, ça renforce les bonnes cellules, puis ça la moins... Élimine les mauvaises. C'est ça. Là, je veux pas partir là-dessus parce que moi, j'ai pas cette connaissance-là, mais j'ai quand même voulu l'essayer. Tu sais, puis peu importe, je l'ai essayé sans trop en parler aux gens de mon entourage. Pas nécessairement, ben tu sais, oui, peut-être le jugement ou je sais pas, mais vraiment parce que je voulais essayer de m'optimiser le plus possible avec les connaissances que j'avais, dans le sens que, tu sais, j'en avais déjà fait des fastings et tout ça, puis je l'ai essayé. De là à dire, est-ce que ça a vraiment fait une différence au niveau de mes effets secondaires? Tu sais, oui, peut-être un peu, mais c'est juste de me dire, je veux optimiser mon corps parce que dans tout ça, je perds des bonnes cellules. Tu sais, donc, la résilience mentale, je ne veux pas aussi le même. Tu es prête à faire un... Moi, je trouve qu'il y a une grosse partie mentale dans tout ça. C'est que tu es prête à faire de quoi de plus pour être plus forte, améliorer, etc. Fait que veux pas, même ton conditionnement mental, je trouve qu'il est meilleur face à un combat comme ça. Oui, c'est beaucoup le mindset. Tu parles beaucoup de mindset. Bon, le mindset, des fois, je trouve que
la société d'aujourd'hui, C'est le mot populaire. Oui, le mot C'est populaire, galvaudé un peu, là. le mindset, ou tu sais, comme, puis, ben, un peu comme le moment présent, tu sais, oui, le moment présent, mais pour de vrai, t'as pas le choix d'être ici et maintenant, là. Là, dans tout ce processus-là dans la maladie, où j'aime même pas ça, dire ce mot-là, faut faire attention aux mots qu'on utilise parce qu'on l'enregistre, mais c'est tout ça. Le mindset, pour moi, même si c'est un mot qui est overused, ça a été mon main concern depuis le début, puis je l'ai dit à Yann. Je dis, si, mettons, mon corps, il me lâche. Ah, ben, Ça va être solide comme le rock. Hein. j'ai pas l'énergie de me lever de mon divan, puis pendant que je suis en chimio, il faut que je continue à nourrir, tu sais, les techniques de respiration. Tu sais, puis j'ai eu beaucoup de guides, là. Yann, tu sais, des livres qui m'ont référé dans lui, son approche, aussi, comme je disais tantôt, je suis son rat de laboratoire. Fait que même dans ses nouvelles connaissances de plein de trucs, il me fait essayer. Il dit, hey, essaye telle affaire. Et pas juste des exercices. Que je faisais du Wim Hof. Tu fais du Wim Hof. Hey, j'ai vu que sauter sur une trampoline là, avant de faire l'entraînement. Non, mais bref, puis c'est un peu ça, en fait. C'est comment. Ben, tu as fait ressortir la battante en toi. Tu sais, moi, ce que je me pose comme question, c'est combien, justement, ta personnalité que tu as bâtie à travers la compétition, à travers la boxe, tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui, combien ça t'a servi, justement, dans le combat de ta vie jusqu'à maintenant. Là, c'est le combat le plus important, c'est de rester là puis de survivre à tout ça. Toi, comment tu vois ça aujourd'hui? Parce que là, tu es en train de t'en sortir. Comment tu t'envisages la suite des choses avec ce que tu as vécu avant le cancer, après? T'en es où, là, aujourd'hui? Bien, moi, c'est sûr que, bon, si on parle de c'est sûr que j'ai l'objectif ou le rêve encore de faire un retour sur le ring, peu importe ce que le monde me dise. Peut-être que ça va fonctionner, peut-être que ça va pas fonctionner, mais moi, j'aimerais ça. Ce que j'envisage dans mon petit rêve, puis qu'est-ce que j'aimerais vraiment réussir à faire, c'est de peut-être faire un autre combat, un combat de retour, juste pour être, tu sais, comme faire un close-up, tu sais, comme on... Okay. Bon, puis encore une fois, que ça l'arrive ou que ça l'arrive pas, moi, je vais... Ouais, on peut te faire boxer contre mon frère, il donne toujours ses commentaires de des surprises. C'est que j'ai un peu de boxe. Les gars, ils cuisiniers. Après le combat, il dit, je devrais faire des surprises. Il dit ça, je comprends pas. Il dit, je voyais l'ouverture. Ouais, ben, je fais continuer, là. On peut me montrer c'est quoi ton surprise. Mais c'est sûr que j'aimerais ça remonter sur le ring. Ça, c'est quelque chose, puis on en parle aussi. Puis encore une fois, je vais me le garder en tête. Mais c'est toujours, tu sais, je l'ai dit souvent, c'est pas les circonstances de la vie qui fait quitter, c'est ce que tu en fais des circonstances ou de ce qui se passe. Puis il y a plein de choses qu'on n'a pas le contrôle. Tu sais, qu'est-ce qui est drôle, c'est que juste avant, tu sais, j'ai eu le diagnostic un vendredi. Puis le mardi, je me suis fait dire par quelqu'un, tu sais, Martine, pourquoi tu donnes des objectifs de, bon, ben la boxe ou dans telle année ou dans ci, dans ça? Il dit, ça peut arrêter demain matin. Fait que quand il m'avait dit ça, c'est pour dire à quel point, ben t'as beau dire, ah, ben tu sais, je vais arrêter de boxer à 42 ou ci ou ça. On sait jamais ce qui peut arriver, on n'a pas le contrôle, on ne sait pas. Mais quand j'ai eu le diagnostic de cancer, là, j'avais dans la tête, aïe, ça peut arrêter demain matin, aïe, ça peut arrêter demain matin. Puis c'est vrai, dans le fond. Fait que, pardon, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Ben, qu'est-ce que je peux faire avec... Tu sais, j'avais pas besoin du cancer pour réaliser que je courais peut-être un peu partout pour, tu sais, OK, je suis peut-être mieux de centraliser mes affaires comme quand je fais du coaching, des choses comme ça. C'est... Je veux prendre tout ça pour juste devenir une meilleure moi-même, puis de me servir de ça, puis de me dire, pas que c'est la meilleure affaire qui m'est arrivée dans la vie, pas du tout, mais de tout tirer le positif de ça, puis de vraiment me mettre en action dans ces apprentissages-là, de le transmettre aux autres, de pouvoir peut-être aider, soutenir. Puis, tu sais, moi, mon objectif dans la boxe, tout le temps quand je coach, c'est d'utiliser la boxe comme outil pour développer des meilleurs êtres humains. Bien, est-ce que mon histoire, elle peut aider, tu sais, pas juste que ce soit futile, tu sais, que ça a vraiment un impact dans la vie des gens qui m'entourent. Puis justement, tu sais, de peut-être, moi, comme humaine, me développer mieux, mais de pouvoir le transmettre aux autres, puis de faire des choix de vie en conséquence de, ben OK, moi, je veux pas être la même Martine qu'hier. Tu sais, je veux vraiment prendre ça, puis Une version améliorée? Une version améliorée, puis de faire, de pas juste faire ce que je pense qui est bon, mais d'être dans l'être plutôt que justement juste être dans le faire. Être qui je suis, puis utiliser tout ça pour vraiment concrètement me mettre en action, puis d'arrêter. Moi, je l'ai dit tout le temps aux gens,
on est prisonnier de nous-mêmes. Tu sais, la prison intérieure qu'on a en dedans, mais tu sais, on a la foutue clé, mais qu'est-ce que tu fais de la clé? Ben go, open up, tu sais. Donc, d'utiliser ça, de le transposer, soit dans mon sport, moi comme athlète, comme coach, comme personne, ou dans ma vie, tantôt on parlait d'anxiété, bien comment que ça donne absolument rien, ce stress-là, tu sais. Donc, c'est ça, un de mes objectifs que j'aime pas ça. Le mot objectif, j'aime pas ça, mais j'aimerais avoir plus de plaisir dans la vie sans me sentir coupable, en fait. Puis de transmettre, d'utiliser ça, mais de choisir que c'est du positif plutôt que de le voir comme une victime de la vie de cancer. Ouais, voilà. Ben écoute, on te souhaite tout ce que tu désires pour la prochaine année. Tu vas avoir, j'imagine, 40 ans bientôt. Donc, L'année prochaine, ouais. on ne va pas te rappeler ça, mais ça fait partie de la vie. Et ben, je te souhaite que tu sois sorti de ce combat-là avec le cancer, la tête haute, évidemment, peu importe ce qui va arriver, puis que tu aies ton combat. Tu aies ton combat revanche, ouais. Exactement. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Un gros merci, Martine. Merci, Martine. Très inspirant. Je pense que ça peut inspirer plusieurs personnes qui ont écouté. Fait que je suis en contact sur ça. Merci, les gars.